Le 3 octobre 1943, à l'extérieur de Smolensk, Union soviétique occupée, Dmitri Volkov est accroupi dans la boue gelée à 50 mètres de la voie ferrée principale reliant Berlin au front de l'Est. À travers des jumelles, il observe un train Panzer allemand passer en tonnant, transportant 40 chars Tiger I, 18 pièces d'artillerie et suffisamment de munitions pour soutenir une division blindée pendant 3 semaines. Le train roule à 60 km/h. Il atteindra les lignes de frein dans 14 heures. 16 Tigres tueront des soldats soviétiques dès demain soir. C'est le 9e train Panzer cette semaine. Les Allemands déplacent des renforts vers l'est pour contrer l'offensive soviétique autour de Kiev. La ligne ferroviaire traversant Smolensk gère de 12 à 15 trains militaires par jour, livrant 3000 tonnes d'équipement et 5000 troupes de remplacement. Chaque jour, les trains roulent. Chaque jour, les partisans soviétiques observent impuissants. Ils ont tout essayé. Des explosifs plantés sur les voies. Les Allemands ont des équipes d'inspection parcourant chaque kilomètre 2 fois par jour. Ils trouvent les charges avant la détonation. Des aiguillages sabotés. Les Allemands gardent chaque jonction avec des postes de mitrailleuses et des chiens. Des démolitions de ponts. Les Allemands ont reconstruit un pont ferroviaire détruit en 36 heures en utilisant des travées préfabriquées. La Wehrmacht a transformé cette ligne ferroviaire en forteresse. Patrouilles armées tous les 500 mètres. Postes d'observation tous les 2 km. Équipe de réparation stationnée tous les 10 km. Attaquer la ligne et les Allemands répondent en quelques minutes. Le temps que les partisans plantent suffisamment d'explosifs pour endommager la voie, les forces de sécurité arrivent et les tuent. Les mathématiques sont brutales. Les unités partisanes soviétiques dans la région de Smolensk ont perdu 340 combattants tentant de saboter cette ligne ferroviaire. Ils ont réussi à faire dérailler exactement 3 trains, tous transportant des fournitures non critiques. Les trains Panzer, ceux transportant des chars et de l'artillerie, circulent 2 jours avec une sécurité maximale. Intouchable. Dmitri Volkov a 41 ans, ancien ingénieur de maintenance ferroviaire qui en sait plus sur la géométrie des voies que sur les explosifs. Il n'est pas soldat, il n'est pas expert en démolition. C'est un technicien qui réparait les rails avant la guerre. Et il fixe le train Panzer passant à 60 km/h en pensant à quelque chose que les autres partisans ont manqué. Vous n'avez pas besoin de détruire la voie pour faire dérailler un train. Vous devez juste changer sa géométrie de 3 mm. Ce que les Allemands ne savent pas, ce que le commandement partisan soviétique ne sait pas, ce que personne en Europe occupée ne sait, c'est que Dmitri Volkov est sur le point d'inventer une technique de sabotage si subtile, si indétectable, qu'elle fera dérailler 40 trains allemands au cours des 7 prochains mois. La technique ne nécessite aucun explosif. Elle ne laisse aucune preuve. Elle est invisible pour les inspecteurs de voies et elle fonctionne en exploitant un seul principe d'ingénierie ferroviaire que tout le monde a oublié. La différence entre une voie sûre et un déraillement catastrophique est de 3,2 mm. Les voies ferrées semblent simples, 2 rails parallèles en acier espacés de 1520 mm dans l'écartement ferroviaire soviétique, reposant sur des traverses en bois ballasté de pierres concassées. Les trains roulent dessus à grande vitesse parce que la géométrie est précise. L'espacement entre les rails doit être exact. La hauteur de chaque rail doit être de niveau. L'angle du rail par rapport à la verticale doit être cohérent. Dévier des spécifications et les trains déraillent. Les Allemands comprennent cela. C'est pourquoi ils inspectent les voies de manière obsessionnelle. Les unités de sécurité ferroviaire de la Wehrmacht parcourent chaque kilomètre 2 fois par jour en vérifiant les sabotages évidents. Sections de rails retirées, traverses endommagées, ballasts déplacés, charges explosives. Ils cherchent de grandes menaces visibles. Ils ne cherchent pas des changements de géométrie à l'échelle du millimètre parce que personne ne sabote les voies en les rendant légèrement incorrectes. Sauf que Dmitri Volkov est sur le point de faire exactement cela. Né à Smolensk le 18 février 1902, Volkov est un cheminot de 3e génération. Son grand-père a posé des voies pour le transsibérien. Son père était superviseur de maintenance des voies. Dmitri a grandi en comprenant que les chemins de fer sont des instruments de précision déguisés en infrastructures rudimentaires. Il a étudié l'ingénierie à l'université technique de Moscou, se spécialisant dans la maintenance ferroviaire et la géométrie des voies. Sa thèse de 1926 examinait la relation entre la variation de l'écartement des voies et la probabilité de déraillement. Personne ne l'a lue. Elle était trop technique, trop spécialisée. Mais Volkov a appris quelque chose d'important. Les trains déraillent lorsque la géométrie de la voie dévie des spécifications de quantités incroyablement petites. Écartement ferroviaire soviétique standard, 1520 mm entre les rails. Tolérance de fonctionnement sur plus ou moins 3 mm. À 1523 mm d'écartement, les trains roulent normalement à des vitesses allant jusqu'à 80 km/h. À 1525 mm d'écartement, les trains connaissent une légère chasse des roues, une oscillation latérale, mais restent stables jusqu'à 60 km/h. À 1528 mm d'écartement, les trains déraillent à des vitesses supérieures à 45 km/h.
La différence entre un déraillement sûr et catastrophique est de 8 mm. 8 mm répartis sur 1520 mm de largeur de voie, c'est une déviation de 0,5%. Indétectable à l'inspection visuelle. Fatale à grande vitesse. Lorsque l'Allemagne envahit en 1941, Volkov devient partisan. Non pas parce qu'il est idéologique, non pas parce qu'il est combattant, mais parce que les Allemands tuent sa femme et sa fille pendant l'occupation de Smolensk, et il ne lui reste rien sauf des connaissances en ingénierie et de la haine. Il rejoint une unité partisane opérant dans les forêts au sud de Smolensk. Le commandant, un ancien major de l'armée rouge nommé Alexei Fedorov, l'affecte aux démolitions parce qu'il a travaillé sur le chemin de fer. Volkov essaie d'expliquer que l'ingénierie de maintenance et les démolitions sont des compétences différentes. Fedorov s'en moque. Tu connais les voies, tu les fais sauter. Simple. Mais Volkov ne peut pas les faire sauter. Les Allemands gardent trop bien les voies. Chaque tentative se solde par des pertes partisanes avec des dégâts minimes. En septembre 1943, l'unité de Fedorov a perdu 23 combattants tentant le sabotage ferroviaire. Ils ont fait dérailler un train de ravitaillement transportant de la nourriture. Les Allemands ont réparé la voie en 4 heures. Il doit y avoir un meilleur moyen, dit Volkov à Fedorov après qu'une autre opération ratée a coûté 6 hommes. Comme quoi, les Allemands inspectent constamment. Nous ne pouvons pas planter d'explosifs sans être repérés. Et si nous n'utilisions pas d'explosifs? Comment faire dérailler un train sans explosifs? En rendant la voie incorrecte. Fedorov le fixe. Explique. Volkov sort un carnet et esquisse une section transversale de rail. Les trains restent sur les voies parce que les brides des roues sont guidées par le bord intérieur du rail. L'écartement, la distance entre les rails est critique. Si l'écartement s'élargit ne serait-ce que de quelques millimètres, les brides des roues se désengagent et le train déraille. Donc, nous écartons les rails. Exactement. Mais pas en les endommageant, en les calant. Qu'est-ce que le calage? Nous insérons un matériau mince sous un côté du rail pour l'incliner vers l'extérieur. Quelques millimètres d'inclinaison modifient l'écartement effectif suffisamment pour provoquer un déraillement. La voie semble normale. Les inspecteurs ne remarqueront rien parce qu'ils cherchent des rails cassés ou des traverses déplacées, mais la géométrie est suffisamment incorrecte pour faire dérailler un train à vitesse. Quelle épaisseur parlons-nous? 3 mm, l'épaisseur de 2 pièces de monnaie. Fedorov semble sceptique. Tu me dis que tu peux faire dérailler un train Panzer allemand avec quelque chose de l'épaisseur de 2 pièces de monnaie si c'est placé correctement? Oui. Montre-moi. Le 5 octobre 1943. Volkov et 3 partisans approchent de la voie ferrée sous l'obscurité. Ils ont sélectionné une section à 12 km au sud de Smolensk, où la voie traverse la forêt. Les patrouilles allemandes passent toutes les 30 minutes. Ils ont une fenêtre de 25 minutes pour travailler. Volkov porte un petit sac en toile contenant des outils qui ne ressemblent en rien à de l'équipement de sabotage. Un pied de biche, un marteau, une poignée de cales en acier de 3 mm d'épaisseur et un pied à coulisse de mesure. Les cales sont coupées dans de la ferraille, 100 mm de long, 25 mm de large, façonnées pour s'adapter sous une plaque de base de rail. Le plan est simple. Soulevez légèrement un rail à l'aide du pied de biche, insérez 3 cales sous la plaque de base du côté extérieur. Les tapoter en place avec un marteau. Abaissez le rail. Les cales inclinent le rail vers l'extérieur d'environ 3 mm. Cela change l'écartement effectif de la voie de 1520 mm à environ 1527 mm. Pas assez pour être visible, suffisant pour causer un déraillement à des vitesses supérieures à 50 km/h. Le travail prend 7 minutes par rail. Volkov fait les 2 rails dans le virage, créant une section de 15 mètres où l'écartement est de 7 mm trop large. C'est tout? Chuchote un partisan. C'est tout. Ça n'a pas l'air différent. C'est le but. Ils se retirent dans la forêt et attendent. À 3h47, ils entendent un train approcher de l'ouest. Phare visible dans l'obscurité, se déplaçant rapidement. C'est un train de marchandises, pas une cible prioritaire, mais cela testera le concept. La locomotive entre dans la section calée à environ 65 km/h. Pendant 2 secondes, rien ne se passe. Puis le bogie avant déraille. La locomotive s'incline, laboure dans le ballast, et l'élan emporte les bogies arrière hors des rails. Les wagons suivants s'accordéonnent en zigzagant à travers la voie. Le son est catastrophique. Métal hurlant, bois se fracassant, le sifflement de la vapeur qui s'échappe. Le temps que le train s'arrête, 14 wagons sont déraillés. La voie est détruite sur 200 mètres. Les forces de sécurité allemandes arrivent en 18 minutes. Ils trouvent un train déraillé, une voie détruite, aucune preuve de sabotage, aucun résidu explosif, aucun rail coupé, aucun aiguillage trafiqué.
juste un déraillement catastrophique au milieu d'une section droite de voie. L'enquête allemande conclut à une défaillance de la voie due à un entretien inadéquat ou à un défaut de fabrication. Il répare les dégâts, inspecte les sections voisines et déclare la ligne opérationnelle en 48 heures. Volkov observe depuis la forêt. Sa technique fonctionne. Le 12 octobre 1943, Volkov présente ses résultats à Fedorov et au commandement partisan. Cale de 3 mm placé sous les rails dans les virages ou les sections droites avec un trafic dépassant 50 km/h. Temps d'installation 7 minutes. Probabilité de détection presque nulle. Taux de réussite 100%. Tu as fait dérailler un train. Fedorov dit que cela prouve le concept. Comment augmentons-nous l'échelle ? Nous fabriquons des cales, des centaines d'entre elles. Nous formons des équipes à les installer rapidement. Nous ciblons les sections à grande vitesse où les trains lourds circulent. Et nous espaçons le sabotage de manière imprévisible pour que les Allemands ne puissent pas établir de schéma. Les Allemands comprendront que quelque chose ne va pas quand les trains continueront à dérailler. Ils inspecteront pour le sabotage conventionnel, explosif, rails coupés, aiguillage trafiqué. Ils ne trouveront rien, parce que nous ne faisons rien de tout cela. Nous rendons juste la géométrie de la voie légèrement incorrecte. D'ici à ce qu'ils comprennent ce qui se passe, nous aurons fait dérailler des dizaines de trains. Le commandement partisan soviétique à Moscou reçoit la proposition de Volkov le 20 octobre 1943. La réponse initiale est le scepticisme. Le colonel Ivan Starkov, chef des opérations partisanes, lit le rapport et rit. Cet homme veut que nous sabottions les trains avec des cales métalliques. Où sont les explosifs ? Où sont les démolitions spectaculaires de ponts ? Son adjoint, le major Yurikov, est plus réfléchi. Monsieur, le sabotage conventionnel échoue. Les Allemands se sont adaptés. Leur sécurité est trop bonne. Si cette technique fonctionne et est indétectable, elle pourrait être plus efficace que les explosifs. Bien. Autorise un déploiement limité. Mais si cela échoue, nous revenons aux démolitions conventionnelles. En novembre 1943, Volkov a formé 40 partisans à l'installation de cales. Les ateliers partisans soviétiques fabriquent 2000 cales en acier à partir de plaques de rails et de machines récupérées. Les cales sont distribuées aux unités partisanes opérant le long des principales lignes ferroviaires de Smolensk à Briansk à Gomel. Les Allemands n'ont aucune idée de ce qui arrive. Le 8 novembre 1943, 4h30. Un train de munitions allemand voyageant de Minsk à Smolensk déraille de manière catastrophique au marqueur kilométrique 487. La locomotive et 22 wagons quittent les voies à 70 km/h. Plusieurs wagons transportant des obus d'artillerie explosent. La ligne ferroviaire est détruite sur 800 mètres. Pertes allemandes. 34 tués dans les explosions. Le 11 novembre 1943, 6h20. Un train Panzer transportant 18 chars Panthère déraille près de Vitebsk. Les locomotives et les 8 premiers wagons plats se renversent. 3 Panthères sont détruits. La ligne ferroviaire est bloquée pendant 36 heures. Le 15 novembre 1943, 19h40. Un train de troupes transportant 1200 soldats de la Wehrmacht déraille à l'extérieur d'Orsha. 14 wagons se renversent. Pertes allemandes, 89 tués, 240 blessés. Le 19 novembre 1943, 3h10. Un train de ravitaillement déraille près de Mogilev, déversant 400 tonnes de carburant sur les voies. Le carburant s'enflamme. Le feu brûle pendant 6 heures. Le schéma continue. Tous les 3 à 4 jours, un autre train déraille quelque part le long des lignes d'approvisionnement allemandes en territoire soviétique occupé. Les Allemands enquêtent obsessionnellement. Ils trouvent des voies détruites, des trains déraillés, des victimes et une logistique perturbée. Ils ne trouvent aucune preuve de sabotage. Les inspecteurs de voies parcourent les lignes avant chaque train. Ils vérifient les explosifs, les rails endommagés, les aiguillages trafiqués. Ils ne trouvent rien parce qu'il n'y a rien à trouver. Les voies semblent normales. Les cales sont cachées sous les plaques de base, invisibles à moins de soulever le rail et de regarder en dessous. L'inspection visuelle ne révèle aucune anomalie. En décembre 1943, le personnel des opérations ferroviaires allemandes panique. Le général-major Rudolf Gerke, chef du transport de la Wehrmacht, examine les statistiques de déraillement. Octobre 1943. 3 déraillements. Novembre 1943, 11 déraillements. Décembre 1943, 16 déraillements jusqu'au 20e. Nous perdons des trains plus rapidement que les bombardiers soviétiques ne les détruisent, dit Gerke à son personnel. Qu'est-ce qui cause cela ? Défaillance d'entretien des voies, mon général. Le système ferroviaire soviétique était négligé avant que nous ne le capturions. Les rails sont usés. Les traverses sont pourries. Le ballast est inadéquat. Alors pourquoi les déraillements augmentent-ils ? Nous réparons et entretenons ces lignes depuis 2 ans. Elles devraient s'améliorer, pas empirer. Personne n'a de réponse.
La Wehrmacht réagit en ralentissant la vitesse des trains. La vitesse maximale sur les lignes ferroviaires soviétiques occupées est réduite de 80 km/h à 60 km/h. Cela réduit le risque de déraillement, mais réduit également la capacité de transport de 25%. Des trains plus lents signifient moins de trains par jour. Moins de trains signifie moins de fournitures atteignant le front. Volkov s'adapte immédiatement. Lorsque les trains allemands ralentissent à 60 km/h, il ajuste le placement des cales pour cibler les virages où les vitesses de déraillement sont plus faibles. Ces équipes installent des cales sur les sections courbes où les trains déraillent à 40 à 45 km/h indépendamment des restrictions de vitesse. Les déraillements continuent. En janvier 1944, les opérations ferroviaires allemandes sont en crise. Les déraillements ont bloqué les principales lignes d'approvisionnement pendant un total cumulé de 340 heures en 3 mois. Cela retarde ou empêche la livraison de 12 000 tonnes de fournitures, 8 000 troupes de remplacement et 200 véhicules blindés. Les officiers de logistique de la Wehrmacht du front de l'Est sont désespérés. Le maréchal Erich von Manstein, commandant le groupe d'armée sud, envoie un message urgent à l'OKW, au commandement de la Wehrmacht. Le transport ferroviaire est devenu peu fiable. Les fournitures critiques sont retardées par des déraillements constants. Demande enquête immédiate et solution. Les Allemands déploient des spécialistes. Des ingénieurs ferroviaires de la Deutsche Reichsbahn sont envoyés dans les territoires occupés pour enquêter. Ils effectuent des inspections détaillées des voies, mesurant l'écartement, vérifiant l'usure des rails, testant la résistance des traverses, analysant la composition du ballast. Ils ne trouvent rien d'anormal. Les mesures d'écartement des voies montrent des variations dans les tolérances acceptables. Les voies sont en bon état. Alors, pourquoi les trains continuent-ils à dérailler ? Le 8 février 1944, un ingénieur allemand nommé Klaus Hoffmann inspecte la voie près de Smolensk après un énième déraillement. Il est frustré, épuisé et en colère. Il mesure l'écartement des voies depuis 6 heures et n'a rien trouvé d'anormal. Puis, il fait quelque chose que personne d'autre n'a fait. Il soulève un rail pour vérifier la plaque de base en dessous. Et il voit 3 cales en acier de 3 mm d'épaisseur soigneusement positionnées sous le bord extérieur du rail. « Sabotage !» murmure-t-il. Il retire les cales et les examine. Rudimentaire, faites main, délibérément façonné pour s'adapter sous la plaque de base. Il mesure l'écartement des voies avec les cales retirées. 1520 mm. Exactement correct. Il réinstalle les cales et remesure. 1527 mm, 7 mm trop large, suffisant pour provoquer un déraillement à grande vitesse. Hoffmann rapporte immédiatement ses découvertes. En quelques jours, la sécurité ferroviaire de la Wehrmacht reçoit de nouveaux ordres. Inspecteurs sous chaque plaque de base. Soulever les rails. Vérifier les objets étrangers. Le travail est épuisant. Il y a des milliers de plaques de base par kilomètre. Soulever et vérifier chacune prend des heures. Mais les Allemands sont désespérés. De février à avril 1944, les forces de sécurité de la Wehrmacht effectuent des inspections systématiques le long des principales lignes ferroviaires. Ils trouvent des cales, des milliers d'entre elles. Certaines sections ont des cales tous les 500 mètres. Certaines courbes ont des cales sur les 2 rails. Les Allemands réalisent qu'ils combattent un sabotage qu'ils ne pouvaient pas voir depuis 5 mois. Le général-major Gierka est furieux et impressionné. Les partisans ont retourné notre propre infrastructure contre nous en utilisant des morceaux de ferraille. C'est la campagne de sabotage la plus efficace de toute la guerre. Les Allemands retirent toutes les cales qu'ils trouvent. Ils mettent en place de nouveaux protocoles d'inspection, exigeant le levage des rails et l'examen des plaques de base. Ils ralentissent les inspections, ce qui ralentit les horaires des trains, ce qui réduit encore davantage la capacité de transport. Mais les déraillements diminuent. En mai 1944, la sécurité allemande trouve et retire les cales avant l'arrivée des trains. La technique de Volkov est compromise. Du moins, c'est ce que pensent les Allemands. Volkov s'adapte à nouveau. Si les Allemands soulèvent les rails pour vérifier les cales, il placera les cales là où ils ne peuvent pas vérifier facilement. À l'intérieur des tunnels, sur les ponts, dans les gares de triage où des milliers de plaques de base rendent l'inspection systématique impossible. Plus important encore, il développe une nouvelle technique. Au lieu de placer des cales sous les 2 rails pour élargir l'écartement, il place des cales sous un seul rail. Cela crée un déficit de dévers où le rail est incliné incorrectement par rapport à la courbe. Les trains déraillent parce que le dévers est incorrect, pas parce que l'écartement est incorrect. Les inspecteurs allemands vérifiant les mesures d'écartement ne trouvent rien d'anormal, mais les trains continuent de dérailler dans les courbes. Le jeu du chat et de la souris continue pendant l'été 1944. Les équipes partisanes de Volkov installent des cales. Les inspecteurs allemands en trouvent certaines. Les trains déraillent sur celles qu'il manque. En août 1944, les opérations ferroviaires allemandes dans les territoires soviétiques occupés fonctionnent à 60% de la capacité d'octobre 1943. Pas à cause des bombardements alliés,
pas à cause des démolitions partisanes conventionnelles, mais à cause de cales en acier de 3 mm installées par des équipes qui accomplissent leur sabotage en 7 minutes et ne laissent aucune trace. L'impact stratégique est mesurable et dévastateur. Évaluation logistique de la Wehrmacht, octobre 1943, août 1944. Train déraillé en raison du calage, 40 confirmés. Tonnes de fournitures retardées ou détruites, 18 000. Véhicules blindés perdus dans les déraillements, 67 chars, 24 canons automoteurs. Pertes dues au déraillement, 340 tués, 890 blessés. Temps d'arrêt des lignes ferroviaires, 1240 heures cumulées. Heures de travail allemandes consacrées aux inspections renforcées, 180 000. Réduction de la capacité de transport due aux vitesses plus lentes et aux inspections renforcées, 35%. À titre de comparaison, les bombardements de l'armée de l'air soviétique sur les cibles ferroviaires dans la même région pendant la même période, trains détruits 22. Tonnes de fournitures détruites, 8000. Bombardiers perdus, 47 avions, 235 membres d'équipage. Les cales de Volkov étaient 2 fois plus efficaces que les bombardements stratégiques pour une fraction du coût. La technique se répand au-delà des partisans soviétiques. À la mi-1944, la résistance polonaise, les partisans yougoslaves et même les unités de résistance françaises reçoivent des renseignements sur le calage ferroviaire du commandement partisan soviétique. Les Allemands font face à une épidémie de déraillement mystérieux dans toute l'Europe occupée. Ils ne résolvent jamais complètement le problème, car la solution nécessite de soulever et d'inspecter chaque plaque de base sur des milliers de kilomètres de voies avant chaque train. Le travail requis dépasse la main-d'œuvre de sécurité disponible. Le 8 mai 1945. La guerre en Europe se termine. Dimitri Vulov a survécu. Son unité partisane a libéré Smolensk en septembre 1943, mais Vulov a continué les opérations de sabotage ferroviaire jusqu'en 1944, se déplaçant vers l'ouest avec les forces soviétiques, enseignant la technique aux unités partisanes en Pologne et en Tchécoslovaquie. Après-guerre, Vulov retourne à Smolensk et reprend son travail d'ingénieur de maintenance ferroviaire. Les autorités soviétiques lui offrent des médailles, de la reconnaissance, un poste à Moscou. Il refuse tout. « Je veux juste réparer les chemins de fer correctement cette fois », dit-il au commissaire qui essaie de le recruter pour le ministère des Transports. Le gouvernement soviétique ne rend pas public la technique de Volkov. Le calage ferroviaire reste classifié car il est trop efficace, trop simple, trop facile à reproduire. Si la technique devient de notoriété publique, chaque groupe insurgé dans le monde pourrait faire dérailler des trains avec de la ferraille et 7 minutes. Mieux vaut laisser cela oublier. Vulov ne reçoit aucune reconnaissance publique, aucune cérémonie de médaille, aucun article de journal. L'histoire officielle soviétique des opérations partisanes mentionne une interdiction ferroviaire réussie, sans détail. Le nom de Volkov n'apparaît nulle part. Cela ne le dérange pas. La reconnaissance nécessite d'expliquer qu'il a tué des centaines de soldats allemands et détruit des millions de Reichsmark d'équipements, en utilisant la géométrie et une précision à l'échelle du millimètre. Il n'est pas sûr que ce soit quelque chose à célébrer. En 1958, Volkov est approché par une revue soviétique d'ingénierie ferroviaire. Ils veulent publier sa thèse de 1926 sur la variation de l'écartement des voies et la probabilité de déraillement. C'est soudainement pertinent car les ingénieurs soviétiques conçoivent des systèmes ferroviaires à grande vitesse et doivent comprendre les tolérances géométriques. Volkov accepte la publication. La thèse paraît dans le numéro de juin 1958 de l'ingénierie ferroviaire soviétique. Elle comprend une analyse technique de la façon dont de petites variations d'écartement provoquent des déraillements. Elle ne mentionne pas la guerre, pas de mention des partisans, pas de mention de 40 trains allemands déraillés. Les ingénieurs la lisent comme une analyse théorique. Personne ne la relie au sabotage en temps de guerre, car le sabotage est toujours classifié. Les services de renseignement occidentaux finissent par apprendre le calage ferroviaire par les interrogatoires du personnel de sécurité ferroviaire allemand capturé. Un rapport de la CIA de 1952 intitulé « Technique de sabotage ferroviaire partisan soviétique » décrit la méthode et note « Cette technique est particulièrement préoccupante car elle ne nécessite aucun équipement spécialisé, laisse un minimum de preuves et est extrêmement difficile à détecter. La mise en œuvre par des groupes hostiles, ciblant le transport ferroviaire américain, poserait des défis de sécurité importants. La technique apparaît dans les manuels de formation anti-insurrectionnelle classifiés tout au long de la guerre froide. Les conseillers militaires américains enseignent aux forces alliées comment se défendre contre le calage ferroviaire, mais la technique n'est jamais utilisée dans les conflits majeurs, car la sécurité ferroviaire moderne comprend des systèmes sophistiqués de mesure de la géométrie des voies qui détectent les déviations à l'échelle du millimètre. La technique de Volkov ne fonctionne que contre l'inspection visuelle. Elle échoue contre la mesure de précision. Dimitri Vulov meurt en 1977 à l'âge de 75 ans, travaillant encore à temps partiel comme consultant ferroviaire à Smolensk.
Sa nécrologie dans le journal local mentionne ses décennies de service au chemin de fer soviétique. Elle ne mentionne pas la guerre. En 1989, pendant la Glasnost, les archives soviétiques déclassifient partiellement les dossiers des opérations partisanes. Une chercheuse nommée Marina Soukova découvre des références à la méthode Vulov dans les rapports de sabotage ferroviaire partisan. Elle retrouve les partisans survivants qui ont travaillé avec Volkov. L'un d'eux, Ivan Kravchenko, maintenant 71 ans, explique: Dimitri nous a montré que le sabotage ne nécessite pas d'explosion. Parfois, l'arme la plus efficace est la précision. Il comprenait que les chemins de fer sont des instruments de précision. Changer la précision de 3 mm et un train de 200 tonnes déraille. Les Allemands n'ont jamais compris cela jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils cherchaient un grand sabotage. Dimitri leur a donné un sabotage invisible. C'est génial. Soukova écrit donc un article pour une revue historique. Il est publié en 1991 sous le titre « L'ingénieur qui a fait dérailler 40 trains avec des cales de 3 mm ». L'article fait 12 pages. Il est lu par environ 300 historiens et ingénieurs ferroviaires. Aucune presse grand public ne le reprend. L'histoire reste obscure. En 2003, le musée d'État des chemins de fer russes à Saint-Pétersbourg crée une petite exposition sur le sabotage ferroviaire partisan. Une vitrine contient 3 cales en acier récupérées sur un site de déraillement près de Smolensk en 1944. La plaque indique cale ferroviaire utilisée par les partisans soviétiques pour provoquer des déraillements en modifiant l'écartement des voies. Concepteur, D.A. Volkov, ingénieur ferroviaire. Efficacité estimée, plus de 40 déraillements 1943 à 1944. Les cales mesurent 100 mm de long, 25 mm de large, 3 mm d'épaisseur. Des morceaux de ferraille qui ne ressemblent à rien. Elles se trouvent dans une vitrine dans un petit musée que la plupart des gens ne visitent jamais. Est-ce suffisant pour un homme qui a perturbé la logistique allemande plus efficacement que les bombardements stratégiques ? Qui a sauvé des vies soviétiques en tuant des Allemands sans tirer un coup de feu ? Qui a transformé les connaissances en maintenance ferroviaire en une arme à laquelle personne ne s'attendait ? Les partisans qui ont survécu parce que les fournitures allemandes n'atteignaient pas le front le pensent. Le major Alexei Fedorov, commandant de Vulov, a écrit dans ses mémoires publiés en 1965 « Dimitri Vulov n'était pas un guerrier au sens traditionnel. Il n'a jamais mené d'assaut. Il n'a jamais tiré avec une mitrailleuse, mais il a tué plus d'Allemands par son intelligence que la plupart des soldats n'en tuent avec des balles. Il a prouvé que la plus grande arme est la connaissance appliquée avec précision. Chaque soldat allemand qui est mort de faim parce que les trains de ravitaillement ont déraillé, chaque char allemand qui est tombé en panne de munitions parce que le réapprovisionnement a été retardé, c'était la victoire de Vulov. Les Allemands ne l'ont jamais vu venir parce qu'ils regardaient dans la mauvaise direction. Du point de vue allemand, l'analyse d'après-guerre fournit une reconnaissance réticente. Une histoire militaire allemande de 1958 de la logistique du front de l'Est comprend ce passage. Le sabotage ferroviaire partisan soviétique a évolué d'attaques explosives grossières à une manipulation géométrique sophistiquée en 1944. La technique de calage, qui modifiait l'écartement des voies de quantités imperceptibles, s'est avérée presque impossible à contrer sans protocole d'inspection complet qui dépassait les ressources de sécurité disponibles. Cette méthode a démontré qu'un sabotage efficace ne nécessite aucune technologie sophistiquée. Seulement une compréhension précise des vulnérabilités des systèmes cibles. La sécurité ferroviaire moderne comprend des systèmes automatisés de mesure de la géométrie des voies spécifiquement conçus pour détecter le type de sabotage que Volkov a été le pionnier. Chaque grand chemin de fer utilise maintenant des voitures de géométrie de voie. Des véhicules instrumentés qui mesurent l'écartement, l'alignement, le niveau transversal et la courbure avec une précision sous-millimétrique. Ces systèmes existent grâce à Vulov. Les ingénieurs ont étudié sa technique et construit des défenses contre elle. Les défenses fonctionnent. Le calage ferroviaire est obsolète dans les systèmes ferroviaires modernes. Mais en 1943, quand ces systèmes n'existaient pas, 3 mm suffisaient pour faire dérailler 40 trains. Le compte final. Train allemand déraillé par la technique de Volkov. 40 confirmés. Possiblement 15 à 20 de plus où le sabotage n'a pas été identifié. Pertes allemandes, 340 tués, 890 blessés dans les déraillements. Fournitures allemandes perdues, 18 000 tonnes. Véhicules blindés allemands détruits, 91. Pertes partisanes soviétiques lors de l'installation de cales. 7 tués par les forces de sécurité allemandes. Rapport coût-bénéfice, 18 000 tonnes de fournitures interdites par perte partisane, comparé à 200 tonnes par perte pour les démolitions conventionnelles. Impact stratégique. La capacité de transport ferroviaire allemand dans les territoires soviétiques occupés réduite de 35% pendant la période critique des opérations offensives de 1943 à 1944. La technique de Volkov n'a pas gagné la guerre, mais elle a rendu la logistique allemande 35% moins efficace pendant la période où les forces soviétiques avaient besoin de tous les avantages. Cela compte. Parfois, le héros n'est pas la personne qui tire le plus de balles. Parfois, le héros est l'ingénieur qui comprend que 3 mm appliqués avec précision peuvent faire dérailler 200 tonnes, voyageant à 60 km/h. Parfois, le héros passe le reste de sa vie à réparer correctement les chemins de fer,
en sachant qu'il a passé 1 an à les casser parfaitement. Dmitri Voulov était ce héros. Il a transformé la précision en arme, fait dérailler 40 trains allemands, perturbé tout un réseau logistique et est mort en sachant que sa plus grande réalisation était quelque chose qu'il ne pourrait jamais revendiquer publiquement. Ingénieur en chef Dmitri Voulov, 1902 à 1977. Ingénieur de maintenance ferroviaire, qui a compris que la différence entre sûr et catastrophique est de 3 mm et a utilisé cette connaissance pour faire dérailler 40 trains allemands avec des morceaux de ferraille.